Bonjour et merci d'être là si nombreux. On commence comme ça normalement. Je prends au pied levé la conférence, donc je ne suis pas vraiment tout à fait Sama Karaki, même si je la connais pas mal. Je suis Marc Thuriot et on va tout de même traiter de la problématique. Je suis docteur en neurosciences aussi, comme Sama, et puis j'interviens sur des problématiques qui ressemblent à celles qu'on va traiter aujourd'hui. Voilà, notamment, comment est-ce qu'on pourrait imaginer des séances de travail qui soient un peu plus efficaces. Donc, la première chose que je me suis dit ce matin, c'était que peut-être une séance de travail, ça serait bien que ça soit utile, enfin, ça serait la base, et pour qu'elle soit utile, ça serait peut-être bien qu'il y ait de l'intelligence qui soit générée au cours de cette séance, de l'intelligence collective pour répondre à des problématiques. Et la question, c'est du coup, comment est-ce qu'on on augmente un peu les probabilités pour qu'il y ait de l'intelligence collective qui soit générée à l'intérieur d'une séance de travail et de la créativité pour répondre aux questions qu'on se pose. Voilà. Et donc, la première étape pour ça, c'est d'abord de se demander comment est-ce qu'on peut générer chez nous-mêmes un peu plus d'intelligence individuellement. C'est quoi quelles sont les choses qu'il serait bien d'avoir en tête pour essayer de répondre au mieux aux problématiques qui se posent? Et là, j'entends intelligence, juste répondre à des problématiques et être un peu créatif là-dedans et puis que ce soit efficace. Et donc pour ça, ce que nous disent les sciences cognitives, un des éléments centraux pour être efficace quand on doit essayer de répondre à des problématiques, c'est d'inhiber ces automatismes et d'essayer de bloquer notre pensée qui va courir comme ça. Si vous êtes familier du système 1 et 2 de Kahneman, voilà, dans le cas le plus fréquent, quand on se pose un problème, quand on est confronté à un problème, on va automatiquement y répondre très rapidement. Et parfois c'est efficace, la plupart du temps c'est efficace. Là, dans la question qui nous intéresse, on va dire qu'il faudrait y réfléchir peut-être un petit peu. Et donc, il faudrait passer en système 2, se poser, inhiber l'automatisme et puis apporter quelque chose de nouveau. Le problème là-dedans, en général, c'est qu'on n'en voit pas beaucoup d'inhibition des automatismes et nous-mêmes, on est assez rarement capable de le faire parce que ça demande des efforts, tout simplement. Voilà. C'est pas facile de ne pas faire ce que spontanément on a envie de faire. Et c'est d'ailleurs, je trouve magnifique qu'il y ait plein de gens qui soient ici à réfléchir à l'esprit critique, parce que dans le fond, quand on commence à s'intéresser à une question et qu'on n'a pas forcément le même avis que les gens qui sont en train de parler, si on est prêt à changer d'avis, on est obligé d'inhiber une autoroute de pensée qu'on a en nous, et ça, c'est vraiment pas facile à faire. Voilà. Et c'est tellement pas facile que dès lors qu'on est deux à discuter, arrivent les problèmes. Et l'esprit critique à deux, c'est 2 fois plus compliqué. Non, c'est pas 2 fois plus compliqué, c'est beaucoup plus compliqué. Et on va avoir bien sûr tendance à défendre notre autoroute de pensée sans vraiment écouter l'autre. Donc on va rapidement, si je prends un exemple de ce qui se passe ici, c'est-à-dire, moi je suis très content, c'est la première fois que je viens à cet événement, je suis très content d'être là, et en même temps surpris de quelque chose auquel j'aurais dû m'attendre, mais qui y a finalement dans les interactions pas mal d'autoroutes de pensée. Mais c'est normal, parce que c'est des êtres humains qui sont là. Et donc, comment ça se traduit dans l'interaction? C'est qu'on va avoir des jugements, on voit des jugements des uns sur les autres. Par exemple, on peut avoir quelqu'un qui prend la parole dans un grand amphithéâtre, et puis il a l'air de présenter un argument un peu platiste. Alors là, tout le monde se sent appartenir à un groupe, l'autre groupe, le groupe des esthéticiens, je sais pas quoi, ceux qui ont l'esprit critique. Et puis peut-être qu'une personne sur scène, par exemple, pourrait spontanément, par un certain automatisme, répondre à ça en faisant une blague qui fait rire tout le monde, mais qui ne permet pas du tout d'être critique, c'est-à-dire de se demander comment la personne est arrivée là, et aussi de se demander, est-ce que cette réaction-là de jugement, elle va permettre à la personne qui vient de prendre la parole de réfléchir à ce qu'elle dit, de réfléchir ensemble au processus de pensée qui l'a conduit à ça? Probablement pas, on sait ça. Et donc,
il y a un truc à travailler ensemble dans l'esprit critique, c'est cette capacité à avoir des réunions dans lesquelles il serait pas mal d'accepter les idées des autres, même si comme ça on se dit quand même l'argument là magnétique, je sais pas quoi, ça ressemblait à un truc platiste et puis c'est n'importe quoi, donc il est complètement débile. Bah, si je pars de là, c'est foutu en fait. Enfin, je veux dire, ça sert à rien de faire tout ça. Ça sert à rien de se réunir pour parler d'esprit critique, pour juger. Voilà. Et donc, je pense que ça, dans les séances de travail, c'est la base. La base, c'est de pratiquer, d'écouter l'émission d'Elisabeth Feltit, Méta de choc, qui est là, et de pratiquer la métacognition, c'est-à-dire de se rendre compte, quand on est en train de parler à quelqu'un dans une séance de travail ou à deux, du moment où on est en train de générer un jugement. C'est-à-dire du moment où notre cerveau imagine pourquoi l'autre est en train de dire ça. Et nous, spontanément, on ne fait pas ça. Quand l'autre a l'air de dire une grosse connerie, on se dit, il est complètement débile. Voilà. Et ça, c'est facile. Puis à partir de là, dans la discussion, ça va se sentir de l'autre côté, et c'est foutu. Et donc, je pense que tous les jugements, vous avez senti ça, hein, quand on se retrouve après la conférence, puis on dit, t'as vu ce qu'il a dit? Non, mais franchement, il est complètement à la masse, quoi, le mec. Voilà. Et on fait ça tranquillement, dans le cadre de l'esprit critique. Voilà. Ce qui est, à mon sens, l'antithèse. Donc voilà, on est victime donc de biais in group, mais ici comme ailleurs, hein, c'est pas pire, évidemment, quoi. Il y a plutôt même une tendance à être capable, j'imagine, j'espère en tout cas, de le regarder. Et donc, je vais avancer un petit peu dans le sujet, c'est-à-dire comment on fait des séances de travail efficaces. Un des éléments fondamentaux qui ressort dans énormément d'études, c'est la diversité. C'est-à-dire que ce qui va nous rendre intelligents ensemble, c'est d'avoir des gens qui pensent différemment. Et qu'est-ce qu'on a envie de faire, nous? À l'inverse, puisqu'on n'a pas envie de faire des efforts, puisqu'on n'a pas envie qu'il y ait un platiste dans une discussion pour résoudre un problème de construction de pont, quoi. Enfin, on va se dire, non, mais ça va nous poser des petits soucis. Alors là, j'exagère peut-être un peu, mais dans l'ensemble, ce que montrent les études, c'est que plus on a de schémas cognitifs différents dans la réunion, et plus on va avoir de créativité et d'efficacité dans la résolution de problèmes compliqués. Pas complexes, mais au moins compliqués. Voilà. Et donc ça, c'est assez magnifique. Et du coup, on peut se dire, en fait, l'idéal, ce serait que dans les rencontres de l'esprit critique, il y ait plein de platistes ou plein d'autres gens qui pensent différemment. Et d'ailleurs, apparemment, il y en avait au moins un. Et c'est chouette, mais il ne faut pas l'envoyer promener. Voilà. Et l'outil, parce que l'histoire de la métacognition, là-dedans, moi, je le vois comme un outil, c'est-à-dire l'outil tout bête, c'est de se dire, mais comment je fais pour me rendre compte du moment où je suis en train de ruiner les possibilités pour la personne à qui je parle d'avoir un nouvel angle et de me ruiner moi-même la possibilité de penser différemment. C'est tout simple, c'est dès lors que je commence à juger l'autre. Ça arrive très vite. Quand on commence à s'embrouiller, quand le ton monte, on a très vite l'intuition comme ça qu'en face, on n'a pas de matière, quoi. Je veux dire, cette matière, on va la détruire intuitivement et on ne va même pas l'écouter. Et donc, il n'y a pas de possibilité de générer la moindre intelligence collective. Moi, je ne grandis pas, l'autre non plus. Enfin, voilà. Et là-dedans, ce qu'on va essayer d'éviter de générer avec cette stratégie, c'est-à-dire d'un coup, je me rends compte que je suis en train de juger. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je m'arrête. Je me dis, là, voilà, tu fermes ta bouche, t'écoutes. Puis là, tout à coup, en écoutant, ça m'est beaucoup arrivé avec Sama Karaki en plus, c'est tout à coup de me dire, j'aurais envie de rentrer dedans et de juger ce qu'elle est en train de dire en me disant, mais de toute façon, voilà, il y a tel et tel critère là, de la pensée critique qu'elle n'a pas, je m'arrête, j'écoute, je me dis plein de fois, oh, c'est vachement intéressant en fait. Voilà, j'étais en train de passer à côté d'un truc qui me transforme et qui m'a transformé plein de fois. Dans ce cas-là. Donc pour éviter la bataille des égos, ce qu'on est obligé de faire, on ne peut pas passer à côté, c'est Sama qui le dit d'ailleurs, pay attention, c'est-à-dire dépenser de l'attention, c'est coûteux, être attentif à l'autre, s'arrêter, arrêter sa propre autoroute de pensée, écouter et se taire pendant un bon moment, puis poser des questions, explorer. Moi j'appelle ça l'exploration cognitive, c'est-à-dire je ne sais pas quel schéma mental t'a permis d'arriver à ce truc qui a priori comme ça me paraît débile, mais j'essaie de retirer ça, je travaille sur le côté c'est débile. Non, je vais vraiment essayer d'écouter. Ça se trouve, je vais changer d'avis à la fin de la conversation, et ça, je dois toujours essayer de me préparer à ça, parce qu'après tout, est-ce que moi j'ai regardé si la Terre était vraiment plate? Est-ce que je sais faire une démonstration? Pas vraiment. Et donc, ça serait intéressant d'explorer avec quelqu'un qui me mette des arguments contre. En tout cas,
Parfois, ça me permet d'apprendre quelque chose de fondamental sur l'univers, et toujours de comprendre comment l'autre a construit sa pensée. C'est quoi son processus, le schéma qui l'amène là. Et ça, c'est magnifique parce que du coup, c'est toujours excitant. Il y a toujours un truc. Tu dis, waouh, ah, il est passé par là. Ah, et après ça. Ah oui, il a fait tout ça. Ah, je comprends qu'il soit arrivé là. C'est pas qu'il est idiot, il peut être brillamment intelligent. Seulement, lui, il est dans une bulle de filtre sur Internet, par exemple, qui est différente de la mienne et qui conduit à ce schéma de pensée. Et si je dis ça, on peut dire que ça peut paraître évident, évidemment, qu'il faut faire ça. Et puis il y a plein de zététiciens qui le disent. Maintenant, ça serait bien de le faire vraiment et qu'on le voit sur scène, qu'on voit que quand quelqu'un pose une question et qu'il a l'air de penser que la Terre est plate, eh ben, on l'écoute vraiment et on essaie de débattre. Ou alors on se dit bon, ça serait peut-être un peu trop long sur scène. Si vous voulez, on en parle après, mais avec humilité. Si vous voulez, on en parle après. Et pas ouais, si vous voulez, on en parle après, mais bon, on va passer à autre chose. Quelqu'un a une vraie question, s'il vous plaît? Voilà. Bon. Ceci étant dit, après, il y a quels sont les éléments dans une séance de travail qui vont permettre d'améliorer, d'augmenter un peu l'intelligence collective. Un élément fondamental, il y a pas mal d'études qui montrent ça, notamment une étude de Google, c'était voilà, il y a quelques années, c'est le temps de parole. C'est-à-dire, tout bêtement, et d'ailleurs, il y a plein de protocoles d'intelligence collective, comme le co-développement, dans lequel on va gérer très précisément le temps de parole de chaque participant. Parce que spontanément, les autoroutes collectives, qu'est-ce qu'elles font? Elles font que tu as 2-3 personnes dans une séance de travail qui vont poser des questions, qui vont alimenter le débat, qui vont tout faire, et l'essentiel des gens qui vont la fermer autour, en pensant que ce qu'ils ont à dire n'est pas aussi intéressant que la personne qui parle. Et ce que montrent les études, c'est que c'est évidemment pas vrai. Notamment, les femmes, par exemple, dans les séances de travail, ont tendance à moins prendre la parole, sauf si elles ont du pouvoir, ce qui va compenser le stéréotype et voilà, ce que vivent les femmes au quotidien. D'ailleurs, il y a plus d'intelligence collective quand il y a des femmes dans un groupe de travail, c'est corrélé, et notamment parce qu'il y a probablement des schémas cognitifs différents, ce qui ne veut là encore pas dire que c'est cognitif, que c'est génétique, mais culturel en tout cas. Et voilà, donc le temps de parole, c'est un élément fondamental. Ensuite, il y a quelque chose que je vois hyper rarement et que même moi, pendant des années, en le sachant que qu'est-ce qui va générer vraiment des solutions originales, c'est ce qu'on appelle en sciences cognitives la pensée divergente. C'est un vieux truc, enfin de la psycho en fait. La pensée divergente, classiquement, on prend l'exemple d'une brique. Qu'est-ce que vous feriez avec une brique d'original autre que de construire un mur? Voilà. Et puis, qu'est-ce que vous feriez, vous, avec une brique? Vous avez des idées? La jeter sur ceux qui pensent que la Terre est plate? Comment? Un nichoir à oiseaux, magnifique. Ouais. Bien, donc on peut imaginer plein de trucs, et ça, c'est ce qu'on appelle la pensée divergente. Ça demande une ouverture totale. Et en fait, quand on fait ça, si on ne le fait pas bien, d'ailleurs dans les entreprises en général, elles ne le font pas bien, tout le monde dit des trucs hyper raisonnables. C'est-à-dire, en fait, toutes les idées sont très classiques, très raisonnables. Et là, il est super important de dire, il faut absolument que chacun dise un truc qui est complètement absurde. Ça ne doit pas être possible. L'idée, c'est une solution à un problème. On a posé une problématique. Comment est-ce que vous pensez qu'on pourrait résoudre ça? Et là, on doit être entre l'impossible et le raisonnable. Pour pouvoir être entre l'impossible et le raisonnable, il faut faire l'effort d'aller vers l'impossible. Et donc de dire un truc absurde, parce que sinon on est tous, à cause notamment de ces biais cognitifs in-group, c'est-à-dire le biais qu'on est dans un groupe puis on veut être apprécié dans ce groupe, et du coup on ne veut pas qu'ils pensent qu'on est idiot, parce que sinon ils vont nous juger avec leur imagination fertile. Pour éviter ça, il y a une solution, c'est de se dire on doit dire un truc qui ne marche pas. Et même quand on fait ça, vous devez dire des choses impossibles, et ben quand même, je fais des séances où on fait ça, les gens disent des trucs possibles, beaucoup. Voilà. Mais de temps en temps, quand même, il y en a qui se lâchent, et là, ça fait plaisir. Et là, il y a une marge de manœuvre après qu'on se dit, alors là, ça, c'est vraiment impossible. D'autres trucs, en y réfléchissant bien, ils ne sont pas si impossibles que ça. Et ça devient vraiment intéressant. Un élément important là-dedans, c'est... là encore, lié à l'influence du groupe. Si je ne permets pas, avant ça, de faire une étape, c'est-à-dire ce que je viens de dire là, essayer de trouver un truc débile, il faudrait que ça commence individuellement. Parce que si ça ne commence pas individuellement, on va activer
des réseaux de neurones sémantiques qui vont, dès la première personne qui parle, dit un truc, et puis tout à coup, tout le monde se met sur, entre guillemets, sa longueur d'onde, et vont imaginer des choses qui sont très liées à ce qui vient d'être dit. D'où la nécessité que chacun réfléchisse quelques minutes, ça peut prendre 5 minutes en solitaire, avant de passer à un échange collectif sur tout ça. Et puis, un dernier élément que je viens d'apprendre, c'est Sama qui m'en a parlé, elle appelle ça, ça s'appelle la loi de la futilité de Parkinson. Et donc, c'est lié à l'importance disproportionnée qu'on peut donner aux questions futiles. Et ça, c'est intéressant. Ça m'a semblé intéressant parce que donc ça ressemble à la loi de Parkinson, mais ce n'est pas tout à fait la même. La loi de Parkinson, c'est qu'on utilise le temps qui nous est disponible pour faire ce qu'on a à faire. Et donc, dans une séance de travail, elle est planifiée, elle dure 1 heure, et donc on met 1 heure, alors qu'on pourrait peut-être mettre qu'une demi-heure. Et la loi de la futilité de Parkinson ajoute quelque chose de plus, c'est qu'en général, en fait, on parle de n'importe quoi là-dedans. On va éviter les sujets qui demandent vraiment à mettre en jeu de l'intelligence collective, parce qu'elles vont confronter peut-être des opinions différentes, et on esquive ça. C'est une forme de procrastination collective, où ensemble, on va être très content de parler d'un sujet qui n'a rien à voir avec ce pourquoi on s'est réunis aujourd'hui. Et donc, il y a énormément de séances de travail qui finissent avec des gens qui sortent de là en se disant « je ne sais pas pourquoi on est venu, mais oui, c'était peut-être ça ». Enfin bref, voilà, beaucoup d'entre elles ne servent à rien. Et pourquoi ? Parce que ça demande un effort, ça demande là aussi à se confronter à l'altérité, à la différence de l'autre qui va probablement avoir une idée différente de la mienne. Donc j'ai même pas envie de rentrer dans le débat, je préfère m'arrêter avant. Et voilà, je pense que j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Et si vous avez des questions, c'est avec plaisir que je les retranscris à travers le micro. Ouais. Oui. Si dans la réunion de travail, par expérience, il y a une intention malveillante de mon interlocuteur, qu'est-ce que je fais ? Alors c'est loin d'être le cas parce qu'on a une culture du jugement, de la compétition. Si la personne qui gère la séance de travail, elle, est bienveillante, elle a des chances d'influencer le travail vers quelque chose de bienveillant. C'est-à-dire que si on sent de la malveillance, une personne semble un peu énervée, on va apprendre ça. Donc ça dépend de qui anime la séance. Par exemple, il y a un truc qui est magique, c'est que si je suis en train d'animer une séance et qu'il y a quelqu'un qui est très énervé, je vais dire c'est hyper intéressant ce que vous venez de dire. Parce qu'effectivement, monsieur, il y a beaucoup de cas où il y a de l'animosité construite avec le temps dans les séances de travail, partout, dans les organisations, et qu'au bout d'un moment, il est très compliqué de revenir en arrière, c'est-à-dire qu'il y a des schémas, là aussi des autoroutes. De toute façon, elle, quand elle prend la parole, c'est pour dire des conneries. Voilà. Et donc, à partir de là, on est foutu. Et puis, il y en a un aussi qui se dit, mais moi, il faut absolument que je trouve le moyen de casser le chef, parce que mon objectif, à terme, c'est de prendre son poste. Voilà. Donc, il y a plein d'éléments comme ça qui vont venir perturber la chose. Ce que je peux vous dire... Ah bon ? 5 minutes. Eh bien... ce que je peux vous dire, c'est que si vous valorisez la prise de parole de qui que ce soit, et quelle que soit son intention malveillante derrière, vous rendez quasi impossible la possibilité que la personne continue à embrouiller les autres. Mais ça, c'est juste magique. Et moi, je dirais que je l'ai fait avec presque 10 000 personnes maintenant. Au début, j'ai fait quelques erreurs en tant que formateur. C'est en tant que formateur que je fais ça. Donc, par exemple, j'ai fait des formations au chômage où il y a des gens qui arrivent, des mâles surtout, comme ça, hop, ils s'assoient. Ouais, moi, c'est la 5e formation que je fais à la recherche d'emploi. Moi, je vous le dis tout de suite, c'est pas ici que je vais apprendre un truc. Enfin, bref. Ouais. Ça dure combien de temps, votre truc, là ? 10 jours. Ah, ouais. Voilà. Et au début, quand j'étais là, je me disais, waouh, en plus, il est trop balèze. Je sais pas comment je vais réussir à gérer ça. Et puis, au bout d'un moment, j'ai compris qu'en fait, si je lui disais, mais c'est hyper intéressant ce que vous venez de dire. Et vous avez fait quoi ? Vous avez appris quoi dans vos formations ? Et du coup, le gars devient une ressource pour moi. Et pour tout le monde. Parce qu'il en a fait 5. Là, je prends un exemple comme ça, mais une fois, j'ai eu un gars passionnant, qui, un peu le même genre, balafré de partout. Un mec, je vois, 50 ans, on aurait dit qu'il avait fait la guerre et tout, et il était, on va dire, je sais pas comment dire, gardien de prostituées. Donc il faisait la sécurité à Genève, au Bain des Paquis, et il était très impressionnant, quoi. Là aussi, moi je me disais, waouh, lui, faut pas qu'il s'énerve. Hein.
Et en fait, ça faisait longtemps que j'avais cette stratégie. Et dès que maintenant je voyais un mec comme ça qui allait poser problème, je disais yes, cool. Toi, t'es mon challenge. À la fin, tu seras mon pote. Tu t'auras pas compris pourquoi. Et donc là, on parlait d'entretien d'embauche et tout ça. Et en fait, il se trouve que lui, il était là. Ouais, enfin bon, et il racontait ses trucs. Puis moi, je disais, mais en fait, je prenais ce qu'il racontait et ça nourrissait le débat. Et c'était génial, parce que, en fait, comment on recrute dans le milieu de la prostitution? De la même manière qu'ailleurs, à part qu'il n'y a pas de CV. Mais en fait, les critères sont les mêmes, il y a plein de biais cognitifs qui interviennent. Et le mec disait, ah ouais, mais c'est pareil, en fait, voilà. Et au bout d'un moment, du coup, le fait de lui donner la parole a nourri le truc, et on en est venu à apprendre que le recrutement, quel qu'il soit, il est fait par des êtres humains, et ça marche un petit peu pareil dans le monde de la prostitution au Paquis à Genève que chez Procter & Gamble. Et voilà, c'était juste, du coup, magnifique d'avoir pu accepter quelqu'un qui arrivait en disant c'est n'importe quoi votre formation. Et voilà, bon, bref. Oui. Alors la question, c'est comment on fait pour introduire de la divergence dans un milieu social. Et les informaticiens, qui est ultra blanc et mâle. Je dirais qu'en fait, on n'a pas toujours, enfin si peut-être, mais on n'est pas toujours obligé de faire appel à une intelligence collective. Peut-être un travail parfois qui demande aussi des étapes solitaires. Mais en tout cas, quand on en a besoin, on peut faire appel aux autres personnes de votre bureau. Je sais pas, les gens qui font le secrétariat, l'accueil, d'autres fonctions support, des RH, je sais pas quoi. Puis on dit, on a une séance de travail, on n'arrive pas à trouver de solution, vous pouvez venir avec nous. Et eux, ils vont avoir des schémas différents. Et ça, voilà, ça c'est une façon de générer de l'intelligence collective. Après, j'imagine que, je sais pas, on peut faire des séances de travail en ligne avec des Indiens, et avoir une partie de l'équipe. Enfin, voilà, on peut imaginer plein de choses internationales. Comment la gérer ? Et qu'est-ce que vous entendez par neurodivergence ? Ouais. Dans le recrutement ? Ouais. Alors ça, c'est effectivement tout le problème, c'est qu'on recrute les gens qui nous ressemblent. Du coup, surtout pas, enfin tout l'opposé à la neurodivergence. Oui, alors il faut que ça soit compatible avec le poste, mais oui, ça fait partie des possibilités. D'ailleurs, dans les labos de recherche, il y a des histoires très intéressantes sur des personnes qui sont dans le spectre autistique et puis qui disent des vérités cash qui évitent de tourner autour du pot, alors que tout le monde dans la séance de travail est coincé dans le biais in-group, genre voilà, moi j'ai que des potes ici, il faut que tout le monde pense que je suis intelligent et qu'on m'aime bien. Et puis quelqu'un qui est un peu différent comme ça peut dire la vérité que personne n'ose dire et du coup faire avancer tout le monde. Donc effectivement, ça peut être intéressant aussi. Je ne sais pas où on en est avec le temps. On est bon. Bien, eh bien, merci et au revoir.